Le journal de 7 heures sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Le voyage est long, l'attente des habitants est grande, l'organisation précipitée et floue. Emmanuel Macron est en route pour la Nouvelle-Calédonie. Après 10 jours d'émeute, le chef de l'État veut reprendre la main avec une visite imaginée dans le plus grand secret, Jacques Serret. Emmanuel Macron réfléchissait à l'organisation d'un tel déplacement depuis plusieurs jours, mais seule une poignée de fidèles était dans la confidence. Le chef de l'État a surpris tout le monde, explique un ministre, car c'est justement lors du Conseil des ministres que le président a fait cette annonce. Bon, je pars ce soir, a-t-il lancé hier matin. Autour de la table, seul Gabriel Attal semblait avoir été prévenu avant les autres, rapporte un participant. Dans l'entourage du chef de l'État, on explique que la volonté d'Emmanuel Macron est d'écouter, d'échanger avec les Calédoniens. Il croit que sa présence physique peut pousser les uns et les autres à dialoguer, explique un conseiller. Une délégation de hauts fonctionnaires est à ses côtés dans l'avion. Ces derniers composeront, je cite, une mission dont les contours sont encore flous. Est-ce à dire que le calendrier prévu avec un congrès d'ici à la fin du mois de juin pourrait être revu? Ce point sera tranché à la fin du déplacement, dit-on en substance du côté de l'Élysée. Même si l'idée de départ est bien de ne rien changer, il ne fait pas 34 000 km aller-retour pour faire machine arrière, veut croire un proche. Et quelques minutes après l'annonce du déplacement d'Emmanuel Macron hier, la Nouvelle-Calédonie a été victime d'une cyberattaque XXL. C'est ce que rapporte ce matin le gouvernement calédonien. 1 million de mails envoyés pour saturer un fournisseur d'accès à Internet, détaille Christopher Gigès, chargé des questions économiques. Nous avons subi la nuit dernière une cyberattaque d'une force inédite en Nouvelle-Calédonie, puisqu'un fournisseur d'accès a subi une attaque de l'extérieur sur une adresse IP avec le but de saturer le réseau Internet calédonien. Les équipes de l'État et les équipes de l'OPT ont réussi à stopper cette attaque avant qu'il y ait des dégâts importants sur le sujet. Mais cette attaque a été engagée très peu de temps après l'annonce de la venue du président de la République en Nouvelle-Calédonie. Et à l'arrivée du chef de l'État, cette question, va-t-il sortir le chéquier pour faire face aux milliards d'euros de pertes économiques en Nouvelle-Calédonie? Plus de 200 entreprises brûlées et anéanties depuis le début des émeutes, selon la Chambre de commerce. Parmi elles, celle dans le secteur du bâtiment de Laurent Vircondelet, implanté à Nouméa. On a été complètement détruit. À l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas pu me rendre sur les lieux de mon entreprise. Déjà parce qu'on est complètement isolé, on peut pas descendre sur Nouméa, quoi. D'autre part que c'est la zone encore la plus sensible où les émeutiers sont en position et donc on peut pas trop s'approcher de cette zone, quoi. Au total, j'ai dû perdre 35 millions d'euros de stock. Vous avez l'équivalent de 10 000 plaques de plâtre, plus des milliers de mètres carrés de parquet, des centaines de mètres cubes de bois, tout ce que vend un magasin de négoce en matériaux de construction. Il n'y a plus rien de récupérable. Je vous avoue que je sais pas quoi faire. J'ai 35 salariés. La solution légale, c'est de rompre le contrat de travail. Ça va être une crise sociale énorme parce qu'avec le montant des dégâts, vous imaginez, on a estimé cet après-midi à pratiquement 1500 à 2000 emplois qui risquent d'être perdus comme ça en un claquement de doigts, quoi. Le témoignage recueilli par Wilfried de Villers pour Europe 1. Emmanuel Macron a par ailleurs accordé une interview fleuve à nos confrères du journal L'Express ce matin. Dette, chômage, croissance, on garde le cap, notre stratégie est la bonne, martèle le président, qui ne se rendra donc pas à Caen aujourd'hui. Gabriel Attal le remplacera pour l'hommage national aux 2 agents pénitentiaires tués dans l'attaque d'un fourgon la semaine dernière. Et à propos de la pénitentiaire, cette question ce matin sur Europe 1, les prisons françaises seront-elles prêtes pour les Jeux Olympiques? Et cette question, elle se pose parce que les autorités s'attendent à une délinquance en forte augmentation le temps de l'événement, alors même que les maisons d'arrêt n'ont jamais été aussi saturées. Mais William Molinier, la chancellerie n'entend absolument pas faire des libérations anticipées. On est à des années-lumière de l'état d'esprit de l'époque, reconnaît l'entourage de l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Dans les 17 juridictions impactées par les Jeux Olympiques, 192 magistrats et 331 greffiers ont été recrutés. Se pose tout de même l'épineuse question de l'entonnoir judiciaire. La prison, 17 établissements sont à plus de 200% de densité carcérale. En Ile-de-France, 886 nouvelles places ont été ouvertes depuis décembre dernier. Quel sera le réel impact des JO sur les prisons, s'interroge un magistrat. Ce seront surtout des petits délits comme des escroqueries
escroqueries à la billetterie ou des vols crapuleux type pickpocket. Sauf à ce que les auteurs soient multirécidivistes, peu de chances que des peines fermes soient prononcées. Si tel était le cas, celles qui pourraient être aménagées le seraient, bracelet électronique ou travaux d'intérêt général, à condition seulement que la peine soit mise à exécution immédiatement. Ce plan d'attaque semble sur le papier cohérent, mais il pourrait être rapidement mis à l'épreuve en cas d'imprévu, comme des manifestations sociales anti-JO violentes, voire des émeutes, comme ce fut le cas il y a près d'un an, après le décès du jeune Naël à Nanterre. William Molinier pour Europe 1. Des agents russes pris la main dans le sac. Les enquêteurs ont remonté la piste de 2 hommes soupçonnés d'avoir tagué de main rouge le mémorial de la Shoah à Paris. C'était la semaine dernière. 2 Bulgares, affirme ce matin le journal Le Canard enchaîné. 2 Bulgares identifiés par les enquêteurs grâce à des passeports retrouvés dans leur planque. Des enquêteurs qui privilégient une ingérence étrangère. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h07. Alors venons-en à cette histoire. Alors si l'avion vous fait peur, c'est sans doute un scénario de cauchemar. Un avion pris dans un trou d'air qui ferait une chute vertigineuse de 2000 mètres. Rattrapé de justesse par le pilote de ce vol Londres-Singapour hier, mais ce vol a fait plusieurs dizaines de blessés et un mort de peur, victime d'une crise cardiaque. Tiffaine Dubuart. Le Boeing 777 vient d'effectuer un atterrissage d'urgence. À l'intérieur, des plateaux renversés au sol, des pièces de la cabine arrachées et les masques à oxygène pendant au-dessus des sièges. Chez les passagers, les têtes sont entaillées et les visages abîmés. Et déjà, au pied de l'appareil, des sauveteurs s'affairent. Dans l'avion, un mort et des dizaines de blessés. Un steward confie avoir vécu son pire vol en 30 ans de carrière. L'avion aurait perdu 2000 mètres en moins de 5 minutes. Des situations apocalyptiques face auxquelles les avionneurs se préparent activement, selon Xavier Titelman, spécialiste de l'aéronautique. Airbus teste en ce moment un système dans lequel on a une sorte de rayon laser qui est à l'avant de l'avion et qui peut voir les courants d'air qui montent et qui descendent. Et peut-être qu'à terme, ça permettrait d'avoir des avions qui n'attendent pas d'être dans une turbulence pour la compenser, mais qui pourraient la compenser avant même de la subir. Et donc, ce seraient des avions sans aucune turbulence. En à peine un an, c'est déjà la 4e fois que des turbulences provoquent des blessures sévères chez des passagers. Tiffaine Dubuart, et après avoir atterri en urgence à Bangkok hier, les passagers de cet avion ont pu rejoindre Singapour ce matin. Un beau livre à présent, 250 pages consacré au dessin et à l'histoire des tuniques bleues. Une bande dessinée créée il y a plus de 55 ans. Elle met en scène 2 militaires de l'armée de l'Union aux États-Unis, le sergent Chesterfield et le caporal Blutch, Sébastien Bordenave. Et ce duo est né d'un autre duo belge, celui-ci, Raoul Cauvin et Louis Salverius. Mais quand ce dernier décède à 38 ans, alors qu'il n'a pas fini de dessiner le 4e album, on confie la mission et le crayon à Lambil, qui est toujours vivant et qui a dessiné son dernier Tunique bleue à 87 ans, l'année dernière pour le tome 67. La série, publiée chez Dupuis, a depuis dépassé les 21 millions de ventes. En concurrence directe avec Lucky Luke, les Tuniques bleues vont aborder des thématiques plus graves, mais en légèreté. Le scénariste Cauvin, disparu il y a 3 ans, était connu pour avoir un divan dans chacune des pièces de sa maison où il s'allongeait les yeux fermés pour scénariser. Il disait même « mais essayez de réfléchir les yeux ouverts ». En tout cas, vous allez les garder bien ouverts les yeux pour admirer ce bel ouvrage, Une vie en dessin, les Tuniques bleues chez Dupuis, avec des sérigraphies, des anecdotes, des affiches, 200 scans de planches originales ancrées de toute beauté, 69 €, mais ça les vaut. Sébastien Bordenave. Et puis en sport et en football, une nouvelle qui va ravir nos amis aveyronnais. Rodez poursuit son rêve de Ligue 1. Les Ruténois ont décroché contre le Paris FC hier soir, au bout du suspense, au bout des tirs au but, le droit de jouer le barrage pour accéder à l'élite. Rendez-vous vendredi soir contre l'AS Saint-Etienne. Encore une marche à gravir et peut-être l'Aveyron enfin en Ligue 1. Après, il faudra battre Metz aussi. Ouais. Il y a encore il y a un tour encore du chemin derrière. Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était votre journal.